man in the room who speaks only English? Otherwise, I do it in French. Non, tout. Il n'y a que des Français là? Ouais. On va le faire en français. Donc ça, vous ne comprendrez pas pourquoi mes collègues américains m'appellent Clouseau. Bon, ben on y va. Hein. Allez, bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Yann Corneau. Je suis un des fondateurs de Days of Wonder. Je vais surtout vous parler de tout ce qui est online gaming, dans la mesure où on a plus de 12 ans d'expérience sur la question maintenant, au travers d'un tas de plateformes successives. Alors, qu'est-ce que c'est que Days of Wonder? Donc nous, on est une petite entreprise franco-américaine. On fait du produit physique, du jeu de société. Vous voyez, c'est pas du virtuel, hein. C'est du carton. D'accord. Ça, c'est le tutoriel interactif. Pas très interactif, il faut dire. Ok. Ça, c'est l'écran. Ça se déplie. Il n'y a pas de prise de courant. Ça, c'est le plateau. Voilà. Voilà. Ça, c'est l'interface utilisateur. Donc, il y a des cartes, des trains en plastique, des pieux en bois. Voilà. Donc, on est surtout connu donc, pour les aventuriers du rail, Ticket to Ride en anglais. Plus récemment, Small World. Le dernier produit qu'on a sorti, c'est Five Tribes. Probablement le jeu le plus gamer de notre gamme. On fait grosso modo un jeu par an, à peu près, qui est surtout caractérisé par des jeux plutôt chers, beaucoup de matériel, des jeux très travaillés. Bon, ce qui nous fait vivre, ce qui nous paye les salaires à la fin du mois, c'est Ticket to Ride, hein, qui est sorti en 2004. Et donc de 2004 jusqu'à maintenant, en 10 ans, on a vendu 3 millions de copies de la gamme, on va dire. Et le truc qui est un peu spécial par rapport à ce qu'on fait nous en tant qu'éditeur, c'est qu'on publie aussi des versions numériques de certains de nos jeux, pas tous, hein, mais certains de nos jeux. Donc Ticket to Ride, il y a des versions numériques, comme je vais vous l'expliquer, c'est ça dont on va parler. Small World, pareil, Five Tribes, pas encore. Donc Ticket to Ride, c'est par exemple 2 millions de copies numériques, la plupart d'entre elles vendues. Hein. On fait quasiment pas de gratuit, on n'est pas du tout dans le free-to-play. Voilà. Pour vous donner une petite idée, dans le monde du jeu de société, donc qui est vraiment un petit monde, hein, un succès mondial, c'est 10 000 copies. D'accord, donc c'est vraiment un jeu qui pourrait devenir le futur Monopoly du XXIe siècle, enfin on l'espère. Parce que pour l'instant, le jeu qui se vend le plus dans le monde, ça reste le Monopoly, hein, 1936. D'accord, donc c'est un marché assez stable, on va dire. Ok. Alors, donc les versions numériques de Ticket to Ride et de Small World sont disponibles sur iOS. Sur Android, donc via le Play Store, Humble Bundle, le Kindle, le Nook. Steam, on connaît sur Windows, Mac, Linux. Et comme je le disais, on a un business model qui est très classique, hein, c'est du premium. Et plutôt cher aussi, parce que l'application, elle vend 6,99 $. Plus des maps supplémentaires que les gens peuvent acheter. Donc si vous finissez par tout acheter, vous allez arriver entre 15 et 20 $. Alors il y a les gens évidemment sur les forums qui disent oh, c'est quand même super cher. Et heureusement, donc il y a immédiatement des gens du monde du board game qui débarquent sur les forums en disant mais t'es fou, non, c'est pas cher, le jeu physique il vaut 50 $. 6,99 $, c'est un bon deal. Vous allez voir pourquoi c'est important. Le online gaming, quelques chiffres pour vous montrer dans quelle zone on a. Donc, c'est plus de 40 millions de parties jouées et terminées. Hein, je parle de parties achevées qui ont été jouées depuis 2004. Alors, 2004, il n'y avait pas Android, il n'y avait pas iOS, tout ça. En fait, la première version de ce qu'on a fait, c'était simplement une applet Java qui tournait dans des navigateurs web. On a commencé comme ça, et puis ensuite, quand l'iPad est sorti, Small World a été le premier jeu de société disponible sur iPad. C'est-à-dire qu'on utilisait l'iPad comme un plateau électronique avec les joueurs de chaque côté qui poussaient les pions exactement comme dans la version physique. Hein.
Donc on a sorti ça le jour de la sortie de l'iPad. Et puis ensuite les autres plateformes sont venues après, comme je vous l'ai expliqué. Donc actuellement c'est une nouvelle partie à peu près en moyenne toutes les 5 secondes. C'est considérable. Et vous allez voir pourquoi c'est vraiment hyper important. Tous les joueurs jouent sur le même serveur, quel que soit le device qu'ils utilisent, que ce soit sur PC, sur Mac, sur un téléphone Android ou sur leur tablette iPad. Et en fait, tout le monde se connecte ensemble sur la même infrastructure serveur. Et si vous jouez en asynchrone sur Small World, vous pouvez commencer votre partie sur votre téléphone Android et puis la terminer sur votre PC le soir chez vous, c'est pas de problème. Toute la technologie qu'on a développée est totalement cross-platform, au niveau serveur et évidemment au niveau client. On a une communauté qui est très 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 active. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des années, on a bâti plein de trucs autour de tout ça. Donc ça a commencé, comme j'ai dit, par le web, le forum, des trucs très simples. Et petit à petit, ben voilà, on a des tournois en ligne, il y a des relais sociaux, les forums, c'est important, il y a tout ce qui est une espèce de méta-jeu, je dirais, d'univers, d'écosystème qui s'est bâti autour de tout ça et qui contribue grandement à faire vivre l'activité des jeux physiques et l'activité des jeux en ligne. À titre anecdotique, par exemple, on a 2 mariages qui se sont faits grâce à Ticket to Ride. Des gens qui se sont rencontrés sur le jeu en ligne et qui ont fini par se marier. Voilà. Ce que je dirais pour nous, le principal avantage de ce qu'on fait au niveau numérique, et au niveau surtout du jeu en ligne, c'est qu'en fait ça augmente énormément la durée de vie de notre appli, et de nos applis. C'est une des raisons pour lesquelles on le fait. L'autre raison, c'est qu'en fait, comme on est sur 2 mondes différents, mais qui ont des liens entre eux, ça s'auto-alimente. Je vais vous montrer un petit exemple. Quand vous achetez un de nos jeux de société, vous avez un sticker au dos des règles, avec un code qui vous permet de vous inscrire sur Internet, sur notre site web. Vous allez sur notre site web, vous apercevez qu'il y a une version numérique du jeu, vous découvrez nos autres jeux physiques, nos jeux numériques, crack. Donc, qu'est-ce qui se passe? Après Noël, donc au mois de janvier, on a toujours une très très grosse activité des jeux en ligne, parce que les gens qui ont reçu le jeu physique à Noël, maintenant ils se mettent sur le jeu numérique. A contrario, le jeu numérique aide aussi le jeu physique. Quand on a sorti la version iPad de Ticket to Ride, nos ventes du jeu physique aux États-Unis ont augmenté de 40% dans les 3 semaines qui ont suivi. Donc il y a vraiment, je dirais, un cercle vertueux et qui est propre à notre écosystème, je dirais. Et c'est aussi une des grandes raisons pour lesquelles on fait du jeu numérique, et en particulier du jeu en ligne. Alors ça, c'est une journée typique. C'est heure française. Donc il y a un pic ici, là c'est l'Europe qui joue. Ensuite ça descend à partir de 23h. Et puis il y a les Américains qui débarquent. Alors ils sont étalés sur 4 ou 5 time zones, donc forcément ça monte moins haut, c'est un peu plus épais. Et puis ensuite tout le monde va se coucher. Le gros de notre activité, c'est évidemment le week-end. Donc c'est forcément le week-end qu'il va y avoir une panne serveur, forcément sinon ce serait pas drôle. C'est une activité ludique, les gens jouent le soir et puis sur leur temps libre le week-end, tout simplement. Et un truc qui est intéressant, c'est la petite courbe bleue. Là, en vert, c'est le nombre de gens connectés simultanément à notre serveur, d'accord? Donc vous voyez, c'est plus haut, ça va vers 660, voilà, c'est marqué là. Et sur ces 660 personnes-là, il y en a 186 qui sont dans le lobby. Ce qu'on appelle le lobby, vous verrez tout à l'heure, je vais vous montrer. C'est-à-dire, qui sont là, ils ne jouent pas, ils papotent. Parce qu'ils vont se fiancer. Le lobby, le chat, c'est super important pour votre communauté. C'est ça qui va vous faire vivre. Les gens, ils viennent et puis ils papotent. Puis on va faire une partie, allez hop. Bon, alors, quel est le problème du jeu en ligne? C'est que c'est vraiment pas facile en fait. Il y a grosso modo, alors il y a tout un tas de problèmes, mais j'en ai distingué 4 principaux, parce que sinon ça aurait duré 2 heures. Donc, le problème de la masse critique, le problème du rage quit, le problème de la collectivité et le problème du comportement des joueurs. Si vous arrivez à cocher ces 4 cases-là,
ouais, vous pouvez faire de l'online gaming. Alors, la masse critique, c'est de loin le problème le plus important. Mais vraiment de loin, quoi. Je n'insisterai pas assez là-dessus. Si vous n'avez pas la masse critique, c'est pas la peine. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, une espèce de phrase débile là-haut qui dit que les gens viennent pour jouer que s'il y a des gens pour jouer. Hein, c'est bête, mais la personne, elle arrive dans le lobby. Ah, elle attend 10 secondes, 20 secondes, il n'y a personne, je m'en vais. Mince alors, 5 secondes plus tard, il y avait quelqu'un d'autre qui débarquait avec qui il aurait pu jouer. Mais les gens, ils n'attendent pas, c'est tout. C'est quoi ce jeu, c'est tout pourri, il n'y a personne, je m'en vais. D'accord? Et donc, si vous n'arrivez pas à amorcer la pompe, il n'y aura jamais personne qui jouera à votre jeu. C'est un problème. De bosser pour rien, c'est un problème. Alors, quelles sont les solutions et les astuces? Si possible, ce serait bien de commencer à partir d'une communauté qui existe déjà. Si possible, votre communauté, évidemment. Alors nous, c'était facile, entre guillemets, dans la mesure où on avait la communauté des joueurs physiques. Hein, et qu'on avait en plus les moyens de les joindre, puisqu'on avait fait cette petite astuce pour les arriver à ce qu'ils s'inscrivent sur le web, on récupère leur email, machin, et dans notre database, là, il y a 1 700 000 utilisateurs, quand même. Donc ça fait quand même des gens à qui envoyer des emails pour leur dire « Eh, vous savez quoi, on a sorti une version numérique de notre jeu. » Donc ça, c'est comme ça qu'on y est arrivé, qu'on a réussi à amorcer la pompe. Il y a tout un tas de moyens hein, pour faire votre communauté en ligne. Travailler le bêta-testing, hein, travailler les réseaux sociaux, essayer de faire du piggyback marketing sur un groupe Steam ou sur un machin. Enfin, faites venir des gens, dites, quand vous êtes en bêta, si vous n'avez pas beaucoup de joueurs pour tester, dites-leur, ok, on fait des sessions de jeu de telle heure à telle heure, etc. Vous déguisez ça sous forme d'un test ou d'un machin pour que les gens viennent et découvrent ce que c'est que le plaisir de jouer ensemble. Encore une fois, bon, nous c'est du jeu de société, donc forcément l'expérience de jeu doit être multijoueur. Parce que ce qui est intéressant dans un jeu de société, c'est des êtres humains qui jouent ensemble autour de la table ou virtuellement ensemble sur leur device. C'est ça qui fait la force du jeu de société par rapport aux jeux vidéo classiques. Donc voilà, essayez de réfléchir à comment faire de manière à ne pas partir dans le vide. N'oubliez pas non plus que c'est au moment où vous allez lancer votre appli pour la première fois, vous aurez le plus de monde qui viendra. Et puis ensuite, vous savez comment c'est les jeux vidéo, hein, ça fait une grosse pointe au moment du launch et puis ensuite, pouf, ça tombe. Donc forcément, si vous faites la version en ligne en version 3 ou 4, au moment où c'est tombé, ça va être dur d'alimenter la pompe, puisqu'il y a plein de gens qui sont partis. Vous verrez un exemple tout à l'heure de cette erreur qu'on a faite nous. S'il n'y a pas beaucoup de gens, le mode de jeu asynchrone peut être une solution de dépannage. C'est-à-dire que, bon, de mon point de vue, hein, l'expérience la plus plaisante, c'est l'expérience temps réel. C'est-à-dire les gens sont tous en même temps autour de la table virtuelle, ils jouent, ils papotent, etc. Le fait est qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé le mode asynchrone, mode qu'on a introduit sur Small World. C'est quoi? C'est-à-dire que vous jouez chacun à votre tour. Hein, de toute façon, c'est du jeu tour par tour dans ce cas-là, dans notre cas. Vous faites votre coup, vous jouez votre coup, et puis ensuite vous pouvez partir, c'est pas grave. Et puis vous avez une notification qui arrive quand c'est de nouveau votre tour de jouer, donc vous pouvez vous reconnecter au jeu. Le jeu vous montre ce que les joueurs précédents ont fait, et puis vous jouez votre tour, etc. Ça a l'avantage, évidemment, que ça permet de faire des parties sans que tout le monde soit là en même temps. Donc ça aide pour le problème de la masse critique. Donc, mais attention, ça veut dire qu'il faut que vous implémentiez absolument les systèmes d'invitation et les systèmes de notification. Hein, c'est parce que si vous arrivez dans le lobby et qu'il n'y a personne et que vous voulez inviter des gens, il faut qu'il y ait un outil qui va permettre un système de messaging quelconque, une notification, tout ça, qui vont permettre de dire bon, bah, je t'invite dans ma partie, viens me rejoindre, tac tac, la personne accepte ou pas, la partie démarre, et puis ensuite vous avez une notification que la partie a démarré, c'est le tour de jeu, tout ça. Petit à petit, comme ça, les gens vont se mettre à jouer, et puis quand ils viendront au lobby, ils s'apercevront qu'il y a quelqu'un, et ils feront un jeu temps réel. Bon, évidemment, et ça c'est difficile à faire, une des solutions, c'était la nôtre en tout cas, c'est d'être cross-platform le plus possible, de façon à ne pas segmenter nos bases de joueurs. Hein, tout le monde se connecte sur le même serveur. Et surtout d'essayer d'accrocher les joueurs pour tout ce qui est, ce que j'écrivais tout à l'heure, ce qu'il y a autour du jeu. Les achievements. On a des jeux où par exemple les joueurs vont raconter leur partie.
en fin de partie, le joueur peut dire ok, ouais, celui-là il était sympa, je vais le rajouter dans ma liste d'amis. Un tas de trucs comme ça, c'est un tas de petites fonctionnalités qui vont s'ajouter, qui vont faire que les gens vont petit à petit s'impliquer dans votre jeu, dans votre univers, se l'approprier, se faire des amis et y revenir à cause de ça. C'est aussi hyper important. Voilà, quelques astuces sur comment arriver à amorcer la pompe et à résoudre le problème de la masse critique. Une fois que vous avez des joueurs, le problème c'est de faire en sorte qu'ils se comportent bien. Alors le Rage Quit, ça a tué des jeux vidéo, ça a tué des jeux comme Ruse, des jeux comme ça. Alors le Rage Quit, qu'est-ce que c'est? C'est vous êtes en train de jouer avec un joueur et puis vous commencez à avoir l'avantage dans la partie. Il voit qu'il va probablement perdre, il s'en va. Et votre partie est plantée. C'est un problème, pourquoi? Parce que ça ruine l'expérience de jeu. Hein, vous faites un jeu, c'est pour que les gens aient une bonne expérience et en sortent avec un bon souvenir, sinon ils ne vont pas revenir. Donc forcément, s'il y a des gens qui s'en vont de la table comme ça, parce qu'ils s'en fichent complètement du fait de l'anonymat d'Internet et tout ça, et ben, l'expérience de jeu elle est pourrie, et vos jeux, il ne sera pas de succès. Donc ça c'est vraiment un très gros problème. Alors, comment faire? Ce qu'on a fait, nous, c'est on a implémenté un système de réputation, ce qu'on appelle le karma. C'est-à-dire que quand vous arrivez pour la première fois, vous commencez avec 50 points de karma. Quand vous allez jusqu'au bout d'une partie, vous gagnez 1 point. Si vous partez d'une partie, accidentellement ou pas, vous allez voir, vous perdez 5 points. D'accord? Et bon, ça nous paraissait un petit gadget, comme on l'a fait sur le clair au début. Et en fait, les gens, ils tiennent vraiment. C'est-à-dire que quand ils ont perdu 5 points parce qu'ils ont été déconnectés de la partie, qu'ils n'ont pas réussi à la reprendre, ils nous écrivent en disant « Oh là là, j'ai perdu 5 points de karma. Bon, ok, t'es passé de 100 à 95, c'est pas grave. Mais non, moi je tiens à mon karma. » Donc les gens, ils tiennent vraiment, quoi. Mettez en avant, vous allez voir, ça marche très bien. Le hot swap des robots. Alors ça, c'est vraiment compliqué à coder. Mais ça vous apporte un tas d'avantages, ce truc-là. Alors de quoi il s'agit? C'est simple. Si quelqu'un s'en va, un robot prend sa place immédiatement et termine la partie pour lui. D'accord? Donc vous jouiez de façon honnête, enfin, fair play, donc vous allez pouvoir terminer votre partie. Alors c'est moins drôle, évidemment, quand vous jouez contre une IA plutôt que quand vous jouez contre un humain, d'accord? Mais des fois, les gars, ils partent dans le dernier tour de jeu. C'est trop bête de ne pas aller jusqu'à l'écran de fin de partie avec votre score, votre félicitation, etc. Tout ça parce que vous avez un ahuri qui est parti juste au dernier tour de jeu parce qu'il en avait marre et qu'il ne voulait pas, lui, voir l'écran de fin avec le fait qu'il avait perdu. Donc voilà, on a un système de robot qui contrôle, prend la place du joueur indélicat et va terminer la partie. Et c'est important pour l'expérience de jeu de joueurs, mais c'est encore plus important si vous faites des jeux dans lesquels il y a 3, 4 ou 5 joueurs. Parce que si vous avez des parties à 4 ou 5 joueurs, par exemple, vous augmentez vos chances que dans le tas, il y en a un qui ne sache pas bien se comporter, et c'est encore plus inacceptable qu'il plante la partie des 4 autres joueurs, simplement parce que lui, il est en train de perdre, d'accord? Donc, le hot swap des robots. Donc non seulement, évidemment, il est évident que la personne qui part, il faut bien lui expliquer que, ok, tu pars, mais tu sais, tu vas planter ton karma, tu vas planter ton ranking. Parce que tu vas forcément perdre. Tu pars, t'es perdant, direct. Donc là aussi, le gars, il va dire, ah oui, non, mais mon ranking, quand même, j'y tiens. Ouais, je vais finir la partie. Et enfin, donc, mais ça aussi, c'est quelque chose qui va servir pour les autres trucs. D'une manière générale, essayez de donner une existence à vos joueurs. C'est-à-dire que, à partir du moment, avec tout ce que vous fournissez comme feature, à partir du moment où le joueur il a un avatar, il a un nom, il a un historique de jeu, il a du karma, il a du ranking, il a des amis, machin, etc. Quelque part, il s'est constitué une espèce de personnalité virtuelle qui s'est appropriée et à laquelle il va tenir. Il a une réputation dans la communauté. Donc, pareil, s'il part en milieu de partie, sur le chat, en sortie, il va se faire pourrir. Et il le sait. Donc, comme vous fournissez tous ces outils-là, ces outils classiques de communauté,
ben, là aussi, il va avoir moins tendance à faire le malin et il va rester jusqu'au bout de la partie parce que c'est une question de politesse. Voilà. Chat, profile, avatar, stats. Alors les stats, c'est pareil, il faut montrer les statistiques des joueurs, tout ça. Ok, autre mauvaise nouvelle. Il se peut, non, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a des joueurs qui sont déconnectés. Parce que le gars, il est en train de jouer dans le RER. Hein, ou parce que sa liaison Wi-Fi est totalement pourrie. Le nombre de gens aux États-Unis qui ont des home Wi-Fi qui sont complètement pourris, vous n'avez pas idée. Donc, il va y avoir des déconnexions. Alors, un truc qu'on a fait, ça c'est assez nouveau, parce qu'on a fait ça dans SmallWorld, c'est un indicateur de présence. On a une petite loupiote verte à côté du nom de la personne, à côté de son avatar, qui montre s'il est connecté ou s'il n'est pas connecté. Donc, immédiatement, si le joueur voit qu'il y a un problème, il voit que la loupiote s'est éteinte, il comprend que le gars s'est pas connecté, il s'est déconnecté. Il comprend pourquoi il y a un robot qui est en train de prendre sa place. C'est tout bête, mais ça marche très très bien. Encore une fois, le hot swap des robots, j'en ai déjà parlé. Ça permet aussi de résoudre le problème de la déconnexion. Alors, et le fait que la personne puisse reprendre la partie. C'est-à-dire, souvent les déconnexions sont accidentelles, on est d'accord. Donc la personne va revenir, se reconnecter, etc. Elle va pouvoir reprendre la partie, donc c'est pareil, avant il y a un système où le robot prend la place du joueur, et le joueur reprend la place du robot et continue sa partie. Alors, vous allez me dire, le problème c'est que si vous êtes dans une partie de temps réel, le robot il a peut-être fait des conneries. Il a peut-être fait des choses que le joueur ne voulait pas faire. Bah ouais, c'est la vie quoi. Et donc c'est pour ça que dans SolWorld, on propose deux modes de jeu. On propose un mode temps réel et un mode asynchrone. Et si vraiment la personne est très souvent déconnectée, on lui conseille, on lui dit, tu ferais mieux de jouer en asynchrone. Parce que ce qui se passe, et je vais en reparler tout à l'heure, c'est que quand on joue en asynchrone, le robot ne prend pas tout de suite la place du joueur. Donc il a le temps de revenir, se reconnecter, etc. En fait, il y a beaucoup de gens qui jouent en mode asynchrone, mais en fait en temps réel, c'est-à-dire qu'ils restent présents tout au long de la partie. Et la partie se fait quasiment exactement comme une partie de temps réel, sauf que s'il y a des connexions, c'est pas grave, il revient dans la minute qui suit et tout va bien. Ok ? Alors, ensuite, le comportement des joueurs. Donc j'ai déjà parlé du rage quit qui est un type de comportement très particulier. Il y a d'autres déviances au niveau du comportement de joueurs qui vont pourrir l'expérience de jeu des bons joueurs entre guillemets. Par exemple, jouer la montre. Je suis en train de perdre, j'ai pas envie que mon karma ou que mon ranking soit impacté, donc je vais traîner des pieds, je vais faire le mort, je vais attendre la dernière limite du time-out avant de jouer, etc. La partie qui doit se terminer en 5 minutes, une partie de Ticket to Ride c'est 5 minutes, 8 minutes, 10 minutes maximum. Je vais faire traîner la partie 15, 20, 30 minutes et le gars à la fin il va craquer et c'est lui qui va partir. Et donc c'est lui qui va être impacté. Ça c'est un problème, c'est du grand classique. Donc ce qu'on a fait dans SolWorld, c'est qu'on a introduit la notion de player clock. C'est-à-dire qu'en fait les joueurs au moment de la création de la partie décident, le joueur qui crée la partie décide de combien de temps de jeu sera alloué à chaque joueur. Donc si on fait une partie en 10 minutes, c'est-à-dire 10 minutes est alloué à chaque joueur pour l'ensemble de la partie. Donc à chaque fois que c'est au tour du joueur de jouer, son crédit temps se met à diminuer. Et ce qui se passe, c'est que si un joueur se met à jouer la montre et à ne plus jouer, et si quand son crédit temps, quand sa player clock s'épuise, là il y a un robot qui prend sa place, même en asynchrone, et la partie peut se terminer de façon normale. L'autre solution qu'on a trouvée, c'est de faire en sorte que les joueurs puissent avoir un certain contrôle sur le style de jeu qu'ils veulent utiliser. Donc par exemple, le ranking c'est bien pour les joueurs qui sont compétitifs, mais c'est pas forcément la tasse de thé de tous les joueurs, certains veulent jouer de manière plus détendue, etc. Donc le ranking Hello, vous le mettez optionnel. Laissez les joueurs choisir le type de jeu qu'ils veulent faire, mettre un commentaire dans le titre du jeu. Par exemple, dans Ticket to Ride, il est parfaitement légal de bloquer les joueurs adverses en prenant des sections de voix qui sont manifestement dans l'intérêt du joueur adverse. C'est parfaitement légal. Et en compétition, ça se pratique très très souvent. Il y a une partie de la communauté en ligne qui trouve ça vraiment trop nul. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Dans leur titre de leur jeu, ils vont dire « fast and fair ». Ça veut dire « ok, vous êtes gentil » ou « no blocker ». C'est-à-dire on joue de manière cool, sympa, hein, vous ne me bloquez pas, j'essaie de faire mes objectifs, j'essaie de faire les vôtres, et puis voilà.
Faites un système qui permette aux joueurs, donc, comme j'ai dit, de repérer, de se faire des amis et de les taguer de cette façon-là, et de même aussi ceux qui n'ont pas aimé jouer, les mettre dans une liste de pestiférés avec qui ils ne veulent plus jouer, et utiliser ça au niveau de votre système pour que le joueur puisse jouer avec les gens avec qui il aime bien jouer, et pas les autres. L'automatch. Alors l'automatch, ça c'est quoi? C'est un système où les joueurs vont arriver dans votre espace virtuel, et puis en fait c'est le système qui va dire ok, toi tu joues avec toi, et puis les joueurs arrivent, ils attendent, et puis la partie se crée, le système a choisi pour eux. C'est ce que vous avez dans les trucs d'Apple, de Google, etc. Ça ne marche pas. Notre expérience, et je vais vous montrer les cours après, c'est que ça ne marche pas parce que les joueurs ont l'impression de ne pas avoir le contrôle sur leur expérience de jeu. Ils vont se retrouver avec des gens... déjà, ils attendent dans le vide, c'est bizarre comme expérience. Et puis en plus, ils se retrouvent avec des gens qu'ils n'ont pas l'impression d'avoir choisi. C'est très différent d'un système, d'un lobby où vous arrivez, vous montrez les parties qui sont ouvertes, et là le gars il clique, il dit ah ouais celui-là il est bien ranké, celui-là il a un bon karma, là la partie elle a l'air sympa, hop je le clique, j'ai choisi. Ça marche. L'automatch ça marche pas. Et enfin donc dernier point, modérez votre communauté, hein. C'est-à-dire que bon nous on a régulièrement des joueurs qui disent bah, machin il m'a insulté, machin il m'a dit des propos inacceptables, on log tout ce qui est chat, et puis on regarde, et effectivement on sévit. Notre politique étant que pas d'insultes. Même si le joueur adverse a commencé à vous insulter, vous n'êtes pas censé répondre par des insultes. Donc on a un avertissement en cas d'insulte, et puis plus d'insultes, c'est dehors de l'espace en ligne. Ça marche. Alors, quelques exemples. Un exemple, donc j'ai pris Smallworld plutôt que Ticketorel parce que Smallworld on a fait une release assez récemment où on a vraiment on a implémenté tous ces concepts-là, d'accord. Donc ça c'est l'interface que vous avez de création de partie quand vous arrivez dans ce qu'on appelle le Online Arena, en fait l'espace de jeu des jeux en ligne. Hein. Ouais, je vais vous la détailler par bloc. Donc à gauche, c'est ce qu'on appelle le lobby. Donc le lobby, qu'est-ce que c'est? C'est la liste des joueurs qui sont actuellement connectés et qui ne jouent pas. Je sélectionne un joueur, j'ai les informations sur le joueur en question, donc je vois des statistiques, des machins comme ça. Là, l'avatar n'est pas terrible, mais bon. Et vous avez toute l'historique de discussion. Donc là, le joueur qui arrive là-dedans, il dit ah ouais, il y a des gens, c'est cool, et puis ça vapote. Donc il y a des joueurs, donc je vais pouvoir jouer. Okay, et puis c'est là que, encore une fois, il est financé ce truc. Ensuite, au milieu, donc ça, c'est l'espace de création de jeux. Donc deux grands types de parties, partie temps réel ou partie asynchrone. Avec la player clock dont je parlais, qui est réglable. Alors, là, c'est les valeurs toutes faites pour les parties temps réel. Vous pouvez cliquer là et vous avez un slider pour le choisir. Donc beaucoup de différences entre les deux types de jeux, c'est-à-dire qu'en mode temps réel, donc vous avez une player clock qui est assez courte. Là, on voit 10 minutes, 15 minutes, d'accord. Alors que quand on est en mode asynchrone, on a un des presets qui est une semaine. C'est l'équivalent du play by mail qu'on avait dans les années 90. En temps réel, donc, s'il y a des connexions volontaires ou non d'un joueur, il est immédiatement remplacé par un robot, alors que ce n'est pas le cas en asynchrone. En mode temps réel, vous n'avez droit qu'à une seule partie en même temps. C'est pour ça que nous on l'a appelé single session, c'est-à-dire que vous faites une partie temps réel. Vous ne faites pas 3 ou 4, vous faites une partie temps réel. Et vous allez jusqu'au bout et dans une seule session. Alors que quand vous êtes en asynchrone, là, vous avez autant de parties que vous voulez en parallèle, et on a un autre espace où vous avez Games in Progress, et donc vous voyez les parties qui sont en cours, là où vous en êtes, à qui c'est le tour de jouer, où on est le score, etc. Et vous prenez la partie à qui, où c'est votre tour de rejouer, vous récupérez les notifications, tout ça. En temps réel, donc si vous quittez, vous perdez. En asynchrone, donc non, tant que vous n'avez pas épuisé votre player clock, c'est bon, vous êtes toujours in-game. Et là, ce qui est important, en fait, c'est, surtout si vous êtes cross-platform, c'est d'avoir un système de notification qui fonctionne. On a été les premiers bêta-testeurs du système de notification de Steam. C'est important, cette histoire de notification pour l'asynchrone. Hein. Vous ne pouvez pas faire d'asynchrone sans ça.
Donc c'est comme je disais tout à l'heure, c'est votre tour de jeu, ben, si vous êtes sur PC, vous pouvez finir la partie que vous aviez commencé sur Android avant. Enfin, un dernier truc, donc là, les parties temps réel sont créées uniquement à partir du lobby de cette interface-là, tandis que les parties asynchrones, elles sont faites à partir du lobby, évidemment, ou aussi par invitation, c'est-à-dire qu'on a dans un autre espace de l'appli la liste de tous les buddies, enfin tous vos amis, et là, vous pouvez les sélectionner et dire « Ok, je vais faire une partie avec ça, je leur balance une invitation. » Et là, on retombe dans le système du système asynchrone, invitation, notification et tout le travail. Ok, ça c'est la partie, alors c'est un petit peu moins intéressant, c'est les autres paramètres dont je parlais, pouvoir personnaliser les paramètres de la partie. Ce qui est intéressant, c'est les deux boutons qui sont là, c'est-à-dire vous pouvez spécifier le karma des autres joueurs, le karma minimum des autres joueurs avec qui vous allez jouer. Donc évidemment, si vous mettez votre karma très haut, vous allez jouer que avec des joueurs qui ont un très bon karma, mais ça peut prendre plus de temps. Par défaut, c'est au milieu, les gens au début ils ne savent pas trop ce que c'est, donc ils les laissent comme ça et ça marche bien. Et là aussi, vous pouvez donc choisir de créer une partie qui soit classée ou pas classée. Par défaut, pour les débutants, on laisse non classé, histoire qu'ils ne stressent pas et qu'ils apprennent le jeu en jouant. Alors, quelques résultats. Donc ça, c'est toujours sur Small World. En fait, le mode en ligne, on l'a sorti sur la version 2 du jeu. Et au début, on avait fait un truc qui était plus simple que ce qu'on faisait dans Ticket to Ride, c'est-à-dire qu'on faisait d'automatch et que de la synchro. On avait cette idée que, ok, l'espace va être moins compétiteur que Ticket to Ride, peut-être qu'aussi on manquait un petit peu de temps pour faire un machin plus sophistiqué. Bon. Et donc on a fait automatch, asynchrone seulement. Les résultats n'ont pas été brillants. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec 43% de parties qui n'étaient pas terminées. Donc on est tombé dans le problème dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que près de la moitié des parties, les gens n'arrivaient pas au bout et les gens passaient leur temps à se plaindre sur les forums en disant il n'y a pas moyen de finir une partie. C'est quand même un problème. Parce que les gens, du fait que c'était asynchrone et que les gens n'avaient pas le contrôle sur ou l'impression de contrôle sur le type de partie qu'ils faisaient, ils étaient moins engagés dans la partie. Et ils se retrouvaient, ça devenait une expérience de jeu très anonyme, très aride. Et donc, et comme il n'y avait pas de player clock et machin, ça s'éternisait. Et les parties, soit elles partaient en time-out, soit les gens s'en désintéressaient. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, ok, on est trop bête, ça marchait super bien sur Ticket to Ride, il faut vraiment qu'on fasse la même chose. Donc on a refait un lobby, on a refait du temps réel, on a fait une player clock, on a fait toutes ces choses-là. Et le résultat a été le suivant. Donc lobby plus player clock, real-time asynchronous, c'est surtout le hot swap des robots. Parce que quand on est passé en time-out, il n'y avait pas de hot swap là-haut. Et donc on est tombé à 6% de parties qui ne se terminaient plus. Et on a doublé le nombre de parties qui se terminaient. Donc l'espérance de jeu était évidemment nettement plus plaisante. Et puis découper quelle option apporter quel non, on n'est pas allé jusque là. Mais c'est l'ensemble qui manquait. C'est vraiment l'ensemble qui fait que ça marche. De notre opinion, c'est vraiment l'ensemble, c'est la combinaison de toutes les fonctionnalités qui fait que ça marche. Mais pour moi, le plus gros impact dedans, c'est le hot swap, d'accord. Mais le player clock est important aussi. Et puis c'est le moins compliqué à mettre en place, peut-être aussi. Le hot swap, les robots. Le player clock. Le player clock, c'est compliqué server-side. Ouais. C'est compliqué server-side. Sont les mêmes échelles verticales là sur les deux graphes alors là, on était entre. Là, je crois que le maximum il va être à peu près à 1000 parties par jour. Donc ce sont les mêmes, on a toujours 1000 parties par jour. On a un peu plus là. On a quand même un peu plus dans le deuxième. Globalement, l'expérience. Mais vous verrez la courbe globale slide suivante. Donc ça nous a pris 7 mois de faire la version 2.5, pardon. Donc on était là Là on avait toutes les plateformes y compris Steam. Et puis ça a dégringolé. Et quand on a sorti la 2.5, ça a arrêté de dégringoler, c'est devenu relativement stable. D'accord ? Sauf que le problème, c'est qu'on n'a jamais récupéré le trafic qu'on a eu au moment du lancement du jeu.
Donc, malheureusement, on a perdu 30% de nos joueurs dans l'histoire. Donc, ce que je disais tout à l'heure, hein, le moment du launch est un moment dont il faut savoir profiter. Vous n'avez qu'une seule occasion de faire la première bonne impression. C'est toujours pareil. J'ai vu une question par là-bas. Oui, là, je pensais pas, enfin, je pensais que donc, effectivement, il y a eu un effet positif de vos améliorations en fait par rapport à la 2.5. Est-ce que c'est pas aussi lié finalement ce petit gap un peu réduit? Quand on part juste avant la 2.5 et après la 2.5, il y avait quand même déjà beaucoup moins de parties qui étaient non finies qu'au début en fait. Le ratio était plus petit. Si vous regardez, là, c'est quand même... Bah, oui, mais est-ce que vous pensez pas que c'est pas un peu lié au fait que justement ceux qui restaient à la fin, c'était vraiment les acharnés du jeu et qui vraiment voulaient rester plus même longtemps? les acharnés du jeu, qui étaient des gens donc, de la communauté board game, hein, du jeu physique, se lassaient. Oui, c'est certainement. Donc, et on a eu du mal à les faire revenir. Hein. Voilà, on voit la porte de 2.5, c'est sûr, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un effet qu'au début, il y avait ceux qui étaient juste intéressés un petit peu et qui finalement ont lâché rapidement aussi? Oui, non, c'est vrai, il y a forcément, évidemment, il y a toujours ce phénomène-là. Hein. Bon, ceci dit, ça c'est au moment où on avait sorti la version Steam, il y avait déjà la version la Steam et Android est sortie à ce moment-là, il y avait encore la version iPad qui avait plus sa vie avant. Hein. Mais évidemment, il y a forcément cet effet-là de toujours c'est pareil, cette bosse. Mais nous, d'une autre expérience, si vous voulez, mais c'est peut-être propre aussi au type de jeu qu'on fait, on a toujours eu une longue tail qui était très épaisse. Et là, pour nous, perdre 30% de nos joueurs, et on parle des joueurs qui font des jeux en ligne, hein, donc c'est déjà une petite partie, je dirais, de tous les joueurs qui jouent. Perdre 30% des joueurs en ligne, c'est-à-dire perdre 30% des joueurs qui sont les plus motivés par rapport à l'appli, qui sont plus engagés dans l'appli. Donc c'est vraiment ce qu'il y a de plus grave pour nous. Donc c'est pour ça que voilà, c'était un vrai problème. Et heureusement qu'on a fait ça. Sinon, sur ce joueur, il n'y aurait plus de joueurs à l'heure actuelle. Voilà. Donc, pour conclure cette petite perspective rapide, le jeu en ligne, c'est super, mais c'est vraiment difficile. Sachez-le. Parce que ça demande beaucoup de fonctionnalités et qui vont au-delà des toolkits qui vous sont proposés par les différents constructeurs. Le Google Play Game Services est vraiment bien parce qu'il est cross-platform. Il vous donne plein de trucs, notifications, etc. Mais à mon sens, il faut encore faire d'autres choses par-dessus. Il ne faut pas vous dire, c'est bon, j'utilise les trucs tels quels, direct, et puis c'est bon, j'aurai une expérience de jeu en ligne qui marchera bien. Donc surtout, essayez de ne pas partir sans avoir déjà un pool de joueurs, une communauté ou quelque chose sur lequel que vous allez pouvoir utiliser comme plateforme de lancement. Et enfin, sachez-le, ce que vous faites quand vous faites du jeu en ligne, c'est que vous faites du service. C'est-à-dire que ce n'est pas une appli, c'est pas un produit que vous balancez sur le store et puis au revoir et merci, vous attendez de voir l'argent qui tombe. C'est pas du tout ça. Si vous faites du jeu en ligne, ça veut vouloir dire supporter la communauté, implémenter les fonctionnalités qu'elle demande, monitorer vos serveurs, toute la partie infrastructure est importante, il faut que ce soit scalable, etc. si vous avez énormément de succès, ce que je vous souhaite. Et c'est vraiment un boulot permanent. C'est un service. Donc sachez-le, réfléchissez bien avant de vous lancer. Mais si vous le faites et que si vous le faites bien, croyez-moi, les récompenses seront là. Quoi. Mais faites pas ça juste comme ça parce que ça fait bien sur la checklist de dire qu'on fait du jeu en ligne dans votre jeu. Là par contre c'est une bonne recette pour un désastre. Et vous le regretterez. Voilà, merci. Allons-y pour les questions. Est-ce que vous avez des chiffres de répartition entre les versions, des parties synchrones et asynchrones à peu près? Oui, c'est à peu près, c'est un tiers partie asynchrone, 2 tiers partie temps réel. Le jeu temps réel, bon alors, c'est aussi lié au fait que c'est le mode par défaut quand on arrive dans l'interface, hein, mais ça reste le mode privilégié, les gens ils arrivent, veulent jouer tout de suite. Le mode asynchrone est plus sophistiqué, je dirais, à l'utilisation. Alors, Small World est un jeu où les tours de jeu sont relativement longs. Donc le mode asynchrone est assez approprié. Ticket to Ride est un jeu où les tours de jeu sont très courts. Mais malgré tout, les gens veulent de l'asynchrone, donc on va finir par le faire.
parce que ça leur permet de jouer de manière un peu plus reposée, déconnectée, et ça nous permettra aussi de faire ça justement pour le RER, enfin dans les réseaux GSM, ce qui n'est pas le cas actuellement pour Ticket Torrent. Mais oui, grosso modo, c'est un tiers d'outil. Est-ce que dans vos jeux, vous proposez de faire des parties entièrement contre des robots? Et Oui, sinon, bien sûr, il y a un mode solo. Et puis quel est l'engouement du public par rapport à ça Alors, dans Ticket to Ride, c'est 4 parties solo jouées pour une partie en ligne. Ouais. L'activité solo est très importante. Mais il n'empêche que pour nous, la partie en ligne est fondamentale, dans la mesure où c'est celle qui fait vivre l'application et qui je dirais, participe à la diffusion du jeu et à l'aspect viral de la chose. On a des joueurs sur la partie en ligne qui ont 25 000 parties à leur actif. 25 000 parties classées achevées, d'accord, sur 10 ans. Faites le compte, ça fait 7 à 8 parties chaque jour, depuis 10 ans, chaque jour de leur vie. Peut-être les robots. Non, c'est difficile et pas intéressant de faire un robot qui joue. Le Ticket to Ride, c'est un algorithme de voyageurs du commerce, si vous voulez. Donc c'est un jeu N complexe. Donc si vous avez un robot qui est très fort, ça m'intéresse, venez me voir. Mais ça va vous demander du travail, hein, je peux vous dire. Ouais. Vous parliez des problèmes de connectivité. Ouais. Est-ce que c'est surtout aux États-Unis ou est-ce que vous voyez ça? Alors les problèmes de connectivité, c'est partout. C'est partout? Ah ouais, c'est partout. Non, mais ça marche pas. Hein. C'est triste. Faut le dire. Hein. Donc oui, non, c'est partout. Les gens qui ont mal réglé leur box Wi-Fi, ou qui, sans s'en apercevoir, en fait, sont connectés sur la box de leur voisin. On a tout vu. Vous êtes plutôt utilisé sur téléphone, tablette, et est-ce que Alors, la télé est une c'est une bonne question. Sur Android, le jeu est conçu pour les tablettes. D'accord, au niveau de son interface. Ceci dit, les 3/4 des joueurs sont sur téléphone. Ou phablettes. C'est propre au marché Android. Sur iOS, là c'est beaucoup plus séparé. Bon, en plus on est version spéciale iPad, donc c'est vraiment forcément que sur tablette à ce niveau-là. Le gros d'utilisation, ça reste quand même tout ce qui est iOS et Android. Mac PC, l'utilisation est importante, mais moins grande que sur mobile. C'est même prix sur les 3 plateformes? C'est pareil partout. Non, faux. Pardon. Sur desktop, c'est un poil plus cher. Vous avez une couverture cross-platform assez importante. Oui. Est-ce que c'est la même base de code pour C'est le même code. Alors, sur Small World, c'est le même code. Ticket to Ride, pas encore, on est en train de travailler là-dessus. Mais Small World, c'est le même code, c'est basé sur Cocos 2DX, plus des choses qu'on a faites nous. Et toute la partie serveur, là, c'est purement propriétaire. Et puisque vous disiez que des outils comme Google Play Services, ça couvrait pas mal de choses, mais est-ce que c'est utilisable aussi pour le desktop, par exemple À ma connaissance, moi je ne l'ai pas utilisé, hein, puisqu'on avait notre propre techno qu'on avait développé au fur et à mesure des années, d'accord. Mais à ma connaissance, c'est cross-platform Android, iOS seulement. Je ne crois pas qu'ils aient de librairie desktop. Ce qui est dommage. Est-ce que vous avez une moyenne du temps de, on va dire, d'inscription? Quelqu'un, vous disiez qu'il y avait quelqu'un qui était resté 10 ans, qui jouait 6 parties par jour. Est-ce que vous savez en moyenne les joueurs, est-ce qu'ils restent 3 mois sur votre jeu ou... J'ai pas cette info-là à vous donner. Mais il y a des joueurs qui jouent depuis très très longtemps, depuis toujours. Et puis comme partout, il y a des gens qui jouent quelques semaines, quelques mois, puis qui passent au jeu. Mais vous ne savez pas si la grosse base de vos clients, c'est des gens qui sont là vraiment depuis... Tous les gens qui sont en haut qui sont dans le top 200-300 du classement sont tous des joueurs, des gros joueurs. Qui jouent depuis longtemps et tout le temps. Aussi parce que ce sont des jeux sur lesquels il y a une notion de style qui est importante finalement, même si ça reste du jeu assez casual, hein, c'est du casu. C'est quand même des jeux qui ont suffisamment de profondeur pour qu'un bon joueur fasse vraiment la différence, et un bon joueur, c'est avec l'expérience qui devient bon.
Et donc tous les gens qui sont dans les hauts du tableau ont, et ça c'est une information que vous pouvez consulter sur le web, elle est publique, hein, ils ont au moins 10 000 parties. Mais on les aime bien. Est-ce que vous avez des plateformes qui sont plus synchrones ou asynchrones que d'autres? J'ai pas vraiment fait le calcul, mais instinctivement je vous dirais qu'évidemment les plateformes mobiles sont un peu plus asynchrones. Hein, parce que quand vous êtes devant votre PC ou votre Mac, c'est pas le même contexte que quand vous êtes sur votre canapé avec une tablette, ou quand vous êtes dans les transports en commun avec votre téléphone. Donc forcément votre temps n'est pas géré de la même façon. Donc je dirais d'instinct comme ça que évidemment les utilisations je dirais canapé, voire le transport en commun sont plus asynchrones que les autres. Maintenant, j'ai pas vraiment creusé les datas qu'on a là-dessus. Il y avait une question devant là. Est-ce que selon les supports, vous avez dû adapter très fortement, voire supprimer des fonctionnalités Alors, on a essayé de ne pas le faire. Les adaptations sont surtout d'ordre interface utilisateur. C'est-à-dire qu'on a une interface qui est responsive, qui s'adapte à la taille de l'écran, surtout sur Android où c'est la bannière, on va dire. Non, je crois pas au niveau feature set, c'est vraiment... Enfin, si, il y a des petits trucs, mais qui sont vraiment de l'ordre du détail, c'est-à-dire qu'effectivement, quand vous êtes sur tablette, il n'y a pas de rollover par rapport à la position du curseur, parce qu'il n'y a pas de curseur. Des machins comme ça, quoi. Il y a des fonctionnalités propres à certaines plateformes, type sur desktop, pouvoir activer ou pas le mode plein écran, ou des machins comme ça, quoi. Mais c'est purement anecdotique. Au niveau gameplay, surtout pas, parce qu'encore une fois, on veut que tous les joueurs puissent jouer ensemble. Donc forcément, si vous sucrez certaines fonctionnalités sur certaines plateformes, bah, vous silotez vos joueurs de facto. Ouais, je me demandais si au final, maintenant que vous êtes lancé dedans, en dématérialisé, ça supplante un peu le support physique pour le jeu ou c'est... Non, toujours pas. Non, l'activité du jeu physique pour nous reste l'activité principale. Mais ce sont des business assez différents dans la mesure où $1 de chiffre d'affaires fait sur le numérique, c'est directement $1 de bénéfice. Si vous voulez, il n'y a pas de coût de fabrication, il y a un coût de développement en amont. Ensuite, il y a un coût de support, comme je l'ai dit, qu'il ne faut quand même pas négliger non plus. Il y a 30% Apple. Mais oui, les 30% Apple, pour moi, c'est pas du coût de fabrication. Ça veut dire que je les vois même pas. C'est pas de l'argent que je mets. Si vous voulez qu'on fasse un produit physique, il faut mettre de l'argent sur la table pour produire vos boîtes et vous touchez l'argent de vos ventes des mois après. Donc il y a au niveau cash flow, si vous voulez, le métier d'éditeur, hein, c'est exactement comme être éditeur de livres. Ce métier-là, c'est un business qui est pourri fondamentalement. C'est-à-dire que vous mettez beaucoup d'argent sur la table parce qu'il faut faire beaucoup de boîtes, parce que sinon vos coûts de production vont être trop importants, et ensuite vous allez mettre 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans parfois à vendre toutes vos boîtes. Donc c'est un business qui est pourri à ce niveau-là, sauf que si vous arrivez à avoir un succès, si vous faites Tintin, Harry Potter, Astérix, des choses comme ça, alors là d'un seul coup ça devient le meilleur de tous les business, l'édition, parce que vous imprimez littéralement de l'argent. Hein, 2 fois par an, non mais c'est vrai, 2 fois par an vous appelez votre imprimeur et vous lui dites vas-y imprime-moi des sous. Hein, et ça marche comme ça. C'est très différent du marché du jeu vidéo et du numérique, si vous voulez, où étant donné que c'est totalement dématérialisé, vous avez une possibilité d'explosion qui est considérable à partir du moment où vous arrivez à être mis en avant. Parce que ça, c'est le problème qu'il y a sur l'App Store et le Google Play Store, etc. Enfin, ce qu'on appelle le Discovery. Le problème de la Discovery, c'est qu'il y a plein d'applications qui sortent tous les jours, des jeux super, etc., qui sortent sur les stores, dont vous n'avez jamais entendu parler, dont vous n'entendrez jamais parler, alors qu'elles sont géniales, simplement parce qu'elles sont noyées parmi des centaines d'autres trucs, quoi. Que si vous n'êtes pas mis en avant par Apple ou par Google, sur l'App Store, n'oubliez pas, je
crois que les derniers chiffres que j'avais vus il y a 15 jours, c'était 85% du chiffre d'affaires est fait par 2 applis, 2 jeux dans le monde du jeu. D'accord? Il y a Candy Crush et puis il y a Clash of Clans. Terminé. Tous les autres crèvent de faim. Donc bon, c'est pas évident. Nous on est un cas à part, dans la mesure où comme on a notre communauté du board game, on est dans notre petit coin, notre petit univers, et puis les gens ils nous trouvent parce que en fait on leur explique là-dedans. Après d'ailleurs. Ouais. Est-ce que du coup, quand vous planifiez un jeu maintenant, vous prévoyez une sortie simultanée du jeu en On ne fait jamais une sortie simultanée parce qu'un jeu de plateau c'est 3 mois de développement, ou 3 à 6 mois de développement on va dire. Un jeu numérique c'est 6 à 18 mois de développement, donc de toute façon c'est pas possible. Du coup, le jeu numérique on le fait venir après, parce qu'on ne peut pas tout faire, on est tout petit. Hein. Et puis on va faire le jeu numérique que si vraiment le jeu physique commence à marcher suffisamment, justement pour avoir cette communauté de départ dont je parlais. D'accord, donc en fait au début les gens qui s'inscrivent, c'est pas par exemple parce qu'ils ont vu le papier dans le jeu, c'est pas pour accéder aux gens en ligne. C'est pas pour accéder aux jeux en ligne, c'est parce qu'ils vont avoir d'autres sources qu'ils vont trouver, c'est pour leur collection de jeux des vendeurs, c'est leur collection, c'est leur profit, c'est pour accéder au forum. C'est pour rencontrer des joueurs, parce qu'on a aussi un système qui permet de rencontrer des joueurs physiques dans sa région. C'est pour récupérer des ressources supplémentaires, des conseils de règles, des machins imprimés, des aides de jeu, des choses comme ça. Enfin, il y a tout un tas de trucs classiques qui font que ça a un sens déjà de venir dans notre espace, dans notre site web pour découvrir tous ces trucs-là. Et ensuite, quand il y a le sort, là c'est sûr, on lance le machine. Il y avait personne derrière. Comment vous gérez vos extensions? Vous avez plein d'extensions pour les board games vraiment? Ouais. En fait, on calque nos extensions, on essaye de les calquer au niveau numérique de la même façon. C'est-à-dire que si vous allez dans Ticket to Ride, les DLC qu'on propose dans Ticket to Ride sont en fait, on leur pendant côté physique. Mais ça ne fragmente pas votre répartition de joueurs? Alors, c'est une bonne question, c'est effectivement ça peut raconter. Dans Ticket to Ride, la masse de joueurs est tellement grande que c'est pas un problème. Dans Small World, comme la masse de joueurs est plus faible, ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a appelé en interne l'option généreuse. C'est-à-dire, c'est comme quand vous êtes à la maison que vous apportez votre board game, vous prenez votre board game, vous allez à une soirée avec des copains, vos copains n'ont pas besoin d'avoir le jeu, ils jouent avec votre jeu, d'accord? Et dans Small World, c'est pareil, c'est-à-dire si vous avez acheté une extension et vous créez une partie, les autres gens vont pouvoir la rejoindre et y jouer, même s'ils n'ont pas l'extension. Donc ça évite de défractionner. Là d'abord, je crois, et puis ensuite derrière. Je suis entendu sur le site, est-ce qu'on peut imprimer des choses? Est-ce qu'on peut imprimer par exemple un plateau alternatif, par exemple? Alors il y a plein, sur Ticket to Ride, il y a plein de fans qui ont posté sur un tas de sites, et les meilleurs, on les met sur notre propre site, des plateaux alternatifs. Vous avez la carte de Paris, vous avez le réseau de Lyon, enfin, un tas de trucs. Il y en a des dizaines et des dizaines. Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, justement, vis-à-vis du coût de création du jeu physique, est-ce que juridiquement, je me suis déjà posé la question, par exemple, en voyant des adaptations de Catan qui s'appelle C3D et tout, où le concept est le même, les règles sont les mêmes. Est-ce que vous pouvez vous faire voler, par exemple, un concept physique comme ça, le temps que, enfin, si quelqu'un sort un jeu dématérialisé plus rapidement que vous? Les jeux ne sont jamais brevetables, enfin, les systèmes de jeu ne sont jamais brevetables. Ce qui vous défend, c'est le copyright. C'est-à-dire, si les gens utilisent Ticket to Ride, nous, on sort le bazooka. Le traitement, c'est sur le nom, l'image. C'est le nom, les images, le matériel graphique, tout ça. Et d'ailleurs, il y a d'autres jeux de société qui ont repris des mécanismes qu'on trouve dans Ticket to Ride. Et c'est comme ça, on n'y peut rien. Et c'est pas très grave. Parce que de toute façon, dans la pratique, ils vont vendre 2000 boîtes. Vous faites payer vos applications. Il y a une raison pour laquelle vous ne faites pas du free-to-play ou c'est juste vous? Alors, il y a plein de raisons, ouais. Il y a plein de raisons pour lesquelles on ne fait pas du free-to-play. Il y a des raisons, je dirais, idéologiques, on va dire.
dans la mesure où on pense que ce qu'on fait, ça a de la valeur, donc il faut que les gens le payent. Il y a d'autres raisons qui sont plus sérieuses que ça. Comment dire? Le truc qu'on veut pas dans le free-to-play, c'est la personne qui vient, qui essaye le jeu. C'est le jeu de société, donc c'est quand même un petit peu compliqué par rapport à des Candy Crush ou des machins comme ça. Que là, le gars dit, même sans être allé jusqu'au bout du tutoriel, oh, rien compris, trop compliqué, pourri, craque une étoile. À partir du moment où il a acheté le jeu, il va aller faire l'effort au moins d'aller jusqu'au bout du tutoriel, parce qu'il l'a payé. Et donc là, il va découvrir comment effectivement fonctionne le jeu, qu'il peut y arriver, etc. Donc ça, c'est une des raisons. On a aussi le fait que comme on a la partie physique, c'est difficilement justifiable de dire aux gens, ouais, le physique, vous l'achetez, le virtuel, c'est gratuit. On ne veut pas quand même cannibaliser qu'un marché cannibalise l'autre. Donc ça, mine de rien, c'est important. Alors ceci dit, on fait des promos. Ça nous est arrivé parfois de mettre l'appli gratuite pour des périodes très courtes. Hein. Mais c'est toujours montré comme quelque chose d'exceptionnel. Quand on le fait, ça marche toujours super bien, évidemment. Et en plus, ça aide le jeu physique derrière. Donc on est un peu dans une espèce de marketing de luxe, si vous voulez, marketing de la rareté. Et donc c'est pour ça que ce qu'on fait, on le vend en premium, et y compris pour les DLC. Alors, il n'est pas exclu qu'un jour on pourra changer sur d'autres produits ou des machins comme ça, mais pour l'instant, on utilise ça parce que ça marche. Hein. Je veux dire, au niveau financier aussi. Le free-to-play, c'est vraiment très très particulier. Si vous voulez faire du free-to-play, alors d'abord, c'est game as a service, hein, le free-to-play. C'est constamment, il va falloir que vous créez du contenu constamment pour alimenter la pompe, pour tout ce qui est micro-paiement, etc. Et il faut que votre jeu s'y prête. Et c'est quand même une autre grande raison pour laquelle nous on ne fait pas de free-to-play, c'est que nos jeux ne s'y prêtent pas du tout. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'amuser à faire du micro-paiement pour que les gens puissent piocher plus de cartes ou avoir plus de wagons. Hein, ça ne marche pas. Donc on est sur des jeux qui se prêtent très mal au free-to-play. Outre les aspects marketing dont je parlais. Est-ce que, au point de vue éditorial, quand vous faites les jeux boîtes, vous réfléchissez déjà oui. à une... Alors, quand un auteur vient nous voir avec un prototype de jeu, on se pose toujours la question de savoir si on pourrait en faire une version numérique. Ça fait partie des critères qu'on regarde. C'est pas forcément un critère de rejet. C'est-à-dire qu'il y a un tas de nos jeux physiques dans lesquels on sait qu'on ne fera jamais de version numérique, juste parce que le jeu s'y prête pas. Hein, quand même, les interactions que vous avez autour d'un jeu physique, c'est très particulier. J'ai largement dépassé là. C'est très particulier et il y a des choses qu'on ne peut pas reproduire sur le média numérique, c'est tout, quoi. On a des jeux qui sont des jeux coopératifs, par exemple. On a des jeux de négociation, on a des jeux comme ça, c'est juste pas possible. Des jeux où tout le monde joue en simultané. C'est super dur. Tout ce qui est interruption et jeu en simultané en ligne, c'est vraiment très difficile. Donc ceux-là, on ne les fait pas. Ceci dit, il y a des jeux qu'on fait, qu'on a acceptés, sachant qu'on ne pourra pas faire de version numérique. Sachant qu'on ne peut pas tout faire. Vous impliquez les auteurs sur le gameplay ou pas? Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, mais au niveau du processus de validation, parce que souvent quand on fait le code du Game Engine, on tombe sur des cas vraiment foreux où là on a besoin de demander au game designer, et alors dans ce cas-là, qui normalement n'arrive jamais, mais qui pourrait quand même y arriver, parce que là je suis dans la branche du if, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et donc, des machins comme ça. Donc là, effectivement, le game designer est impliqué. Mais dans la pratique, nous, ce qu'on veut, c'est d'essayer de reproduire l'expérience du jeu de société le plus possible, pour qu'il y ait ce côté aussi évangélisation, apprentissage des règles, etc. Et inversement, du coup, est-ce qu'il y a des jeux auxquels vous pensez pourraient ressembler à du physique, mais qui, du coup, dans votre esprit est vraiment pour faire que du online et que du coup, vous ne sortirez pas en physique? Non. Non, votre but, c'est vraiment de faire les deux. Je ne nous vois pas faire purement du jeu numérique, puisqu'on est connu pour faire du jeu physique. C'est quand même le cœur de notre marché, du business, c'est le jeu physique. Justement, ça pourrait être une expérience, votre expérience d'avoir le physique, et donc de faire des jeux numériques qui soient différents de Candy Crush, etc., de ce que vous faites là en Ticket to Ride. Mais
on reste quand même un board game publisher, fondamentalement. Parce qu'on est connu pour ça, quoi. On ne sera jamais une boîte de jeux vidéo. Vous dites tout à l'heure que vous étiez une toute petite boîte. Vous êtes combien à travailler sur la partie en ligne pure? Je peux pas vous le dire. Pas beaucoup, pas vous? Mais on est vraiment pas beaucoup. D'accord. Tout le monde est Ah oui. Non, je suis pas tout seul. Ah mon Dieu. C'est bon? Merci. Merci.